Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le 4e numéro de No Code Talks. Je suis votre hôte, donc Pierre Simonin, freelance No Code et membre de No Code France, l'association de la communauté francophone des acteurs du No Code. Cette émission est en direct sur le Twitch No Code France tous les premiers mercredis du mois et vous pouvez la retrouver en replay sur toutes les plateformes de podcast sous le nom No Code Talks avec Pierre Simonin ou sur ma chaîne YouTube Pierre Simonin No Code. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le No Code, c'est à la fois un ensemble d'outils et un mouvement qui vise à développer des outils ou applications sans avoir besoin d'écrire de lignes de code informatique. Et c'est un mouvement qui s'est énormément développé ces dernières années. Il faut savoir que la communauté no-code est extrêmement diverse, tant dans ses pratiques que par les outils utilisés, que dans les membres qui la composent, même si parfois on peut avoir l'impression inverse quand on voit que les têtes les plus connues de la communauté sont quand même majoritairement des hommes, majoritairement trentenaires, majoritairement freelance, qui semblent être en permanence dans une course à l'expertise, et je m'inclus d'ailleurs totalement dans le lot, et c'est pas particulièrement un reproche d'ailleurs envers qui que ce soit, parce que dans l'ensemble, tout ça, ça se fait avec bienveillance et avec un objectif permanent d'entraide qui est assez incroyable. Mais je voulais insister sur le fait que le no-code et sa communauté, ce n'est pas uniquement ça. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'une utilisation plus accessible du no-code, j'ai nommé le tentage de trucs. C'est-à-dire comment n'importe qui peut utiliser des outils accessibles pour entreprendre, pour tester les choses en entreprise, etc. Et pour discuter de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Carole David, experte en tentage de trucs. Alors, formée en psychologie, Carole a passé l'essentiel de sa carrière dans les ressources humaines jusqu'en 2020, où elle décide de se lancer pleinement dans le tentage de trucs à temps plein. Ça durera 2 ans jusqu'à ce qu'elle rejoigne Murphy l'année dernière, de nouveau dans le domaine des ressources humaines. Mais Carole, c'est aussi une tête bien connue de la communauté no-code francophone. Elle est pionnière des sujets de la diversité et de l'inclusion au sein du mouvement no-code, à travers l'animation de la guilde Diversité et Inclusion de No Code France, et bien sûr de nombreuses prises de parole sur le sujet. Je précise que l'animation de la guilde Diversité et Inclusion a été reprise depuis le début de l'année par Manon Mercier, que j'avais invité dans le 2e numéro de No Code Talks, pour justement faire un état des lieux de ces sujets dans la communauté. Et pour revenir à Carole, elle a évidemment fait partie du premier conseil d'administration de No Code France à la création de l'association l'année dernière. Bienvenue Carole. Salut Pierre, merci de ton invitation. Eh ben, avec plaisir, et j'en profite pour faire un coucou à toutes les personnes qui nous saluent dans le chat, Kevin, Thibaut, Bertrand, Corkimat, Brice, Olivier et tous les autres. Alors, on est ensemble pour 1 heure environ pour parler de tentage de trucs. Donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment tu définirais le tentage de trucs ? Alors c'est un vaste sujet, surtout un sujet qui m'a un petit peu dépassée, puisqu'à la base c'était une blague que, sur LinkedIn, quand j'ai quitté mon poste de salarié dans un cabinet de recrutement fin 2020. Volontairement, j'avais pas identifié de projet derrière, j'avais justement envie d'explorer et d'itérer sur plein de sujets, mais j'avais pas envie à la fois de laisser sur LinkedIn mon ancien poste et de mettre projet en cours ou ce genre de choses. Donc j'ai mis tentage de trucs parce que ça m'amusait moi, parce que je trouvais ça rigolo. Et quand je dis que j'ai été dépassée, c'est que en fait les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai reçu des dizaines de messages de personnes qui me disaient « Ah, mais évidemment, le tentage de trucs, ça me parle trop, c'est trop bien. Et si tu me permets, je l'utiliserai aussi. » Et donc, j'ai trouvé ça trop marrant. Donc, j'ai décidé de le garder, d'en faire aussi l'URL de mon site. Donc, tentagedetrucs.fr m'appartient. C'est une grande fierté. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis rendu compte que ce concept, si je peux le définir ainsi, c'est vraiment une question de définition d'état d'esprit. Quelque chose qui tourne autour de l'itération, le fait de s'autoriser à avancer sur des sujets pas à pas, petit à petit, à éventuellement réorienter la manière dont on l'exécute. Et puis, ça touche aussi à quelque chose de l'ordre de la créativité,
sans l'avoir formalisé en créant ce mot-là, le fait d'avoir parlé de tentage plutôt que tenter des trucs, c'était aussi une manière de faire un pas de côté par rapport à ce qui se fait déjà et un petit peu d'inventer ma propre manière de penser. Donc il y a un côté, lean vraiment sur, l'itération, l'expérimentation et une autre partie, plus créative. Après c'est vrai que sur ce que tu dis, enfin, déjà mettre ça sur LinkedIn, je trouve que c'est bien, c'est déjà plus second degré que les personnes qui mettent, «Je bosse sur un super projet, mais attention, c'est top secret pour l'instant». Ouais. Ça fait toujours un peu rire quand je vois ça et après tu dis: «Ça a commencé comme une blague», mais je pense que le côté blague est pas perdu, mais en fait, pour moi, il y a quand tu m'as parlé de ce terme, de ce concept pour la première fois, il y a eu un peu plusieurs niveaux, en fait. Il y a eu le niveau, bon, le terme est marrant, c'est vrai que c'est une blague, mais en fait, ça évoque un certain nombre de choses et alors je sais pas si ça parle à tout le monde, mais je sais que, bah, enfin, tu le dis toi-même, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dedans et moi le premier, quand tentage de trucs, je me suis dit: «Mais oui, enfin, c'est mon job en vrai, de tenter des trucs, c'est ce que je fais depuis toujours et sous différentes, formes. De toute façon, il y a pas une manière de fonctionner, mais c'est il y a un côté qui va parler à beaucoup de gens, heu, pas forcément aux start-upers, convaincus qui savent qu'ils ont l'idée du siècle, pas toujours à raison. Mais à toutes les autres personnes qui entreprennent au sens plus large, c'est-à-dire qui essayent des choses en se disant: «On verra bien où ça va arriver», c'est un terme qui effectivement a une certaine portée. Ouais, et puis je pense que, hem, enfin, il est pris comme étant, un concept, humble d'une certaine manière parce Mmh, que, bah, déjà le mot n'existe pas en vrai français, c'est pas non plus de l'anglais, ce qui mmh, fait que, pour des personnes, qui se sentent pas forcément toujours légitimes, justement dans cet univers, Startup Nation et mmh, compagnie, bah, peut-être que ça crée, un sentiment de familiarité ou en tout cas de projection, plus évident que quand on parle de lean ou de, fail fast, ou de tous les autres concepts qu'on peut retrouver, qui quelque part véhiculent le même état d'esprit, mais qui peuvent faire peur juste par la manière de les verbaliser, quoi. OK, donc c'est un concept qui est finalement aussi plus accessible que, que la Startup Nation qui, en plus de rassembler, tous les profils dont je parlais en début d'épisode est quand même vraiment un truc de diplômés de grandes écoles, beaucoup. Et les autres sont un peu des exceptions. Donc, Mm. heu, donc c'est sûr que avoir un côté entrepreneurial aussi plus accessible et levé juste par un nom, heu, ce syndrome de l'imposteur, ce sentiment d'illégitimité qu'on peut avoir, me semble être très vertueux en tout cas. Puis le fait de parler de trucs, en fait, c'est hyper large. C'est-à-dire que justement, ça peut Mmh, s'appliquer à une démarche entrepreneuriale, mais à plein d'autres trucs, mmh, c'est le cas de le dire. Et donc, en fait, ça met pas de pression sur le, 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 le- comment dire, la cible qu'on doit avoir, que ça soit en manipulant des outils no-code ou en faisant d'autres activités. C'est forcément une logique entrepreneuriale parce qu'on a tendance à vite aller vers ça. Et j'ai utilisé assez souvent à une époque le principe de no-code sans ambition. Pour moi, ça rejoint ça. C'est s'autoriser aussi à faire des trucs, c'est-à-dire à juste bidouiller, à juste utiliser des outils no-code de façon récréative, à titre de loisir. Et en fait, c'est tout à fait OK si derrière, on n'a pas une démarche entrepreneuriale, si on n'a pas décidé de changer le monde avec ça. on n'a pas, vocation à être toutes et tous des experts et expertes du no-code ou de quelque sujet que ce soit. C'est impossible. Absolument. On peut pas tous devenir, atteindre un niveau d'expertise sur un sujet, c'est normal et je veux dire, c'est même le cas pour le développement web. Il y a des gens qui font du développement web pour leurs propres besoins, sans avoir de formation et c'est tout à fait OK. Le no-code est plus accessible, mais c'est vrai qu'il y a cette barrière, un peu des outils, mais aussi beaucoup, on s'en rend compte, heu, par un peu une sorte de peer pressure, enfin de pression de la communauté avec des imaginaires qui nous échappent totalement, qui sont véhiculés. Mmh. Heu
et qui, moi, me désole parce que d'un côté, j'ai envie de justement favoriser l'inclusion, l'accessibilité, et d'un autre côté, je sais aussi que par mes activités, je contribue à alimenter cet imaginaire parce que je, je réponds à beaucoup de questions sur le cercle, par exemple, donc je peux donner l'impression de quelqu'un qui a réponse à tout, qui sait tout, et ça peut sembler impressionnant, alors que c'est évidemment pas l'intention qui est derrière, et qu'en plus je suis loin de tout connaître. Mais c'est là où pour moi, on ne peut pas échapper à ce qu'on est et à ce qu'on fait. Donc en fait, si on est expert, c'est super, et il faut pas à tout prix essayer de gommer cette image d'expertise, parce qu'après, parfois, c'est pire de vouloir faire comme si on n'était pas expert, mais en fait, on l'est et tout le monde le sait très bien. Et du coup, on donne l'impression de faire un truc facile. En fait, ça crée un sentiment que c'est encore plus inaccessible. Oui, En revanche, la représentation, elle peut se faire par d'autres personnes. Et tu vois, le fait qu'on discute aujourd'hui de tentage de trucs et de nos codes sans ambition, ça participe à développer cet imaginaire un peu alternatif, et ces figures qui ont besoin d'être représentées, parce que j'utilise souvent l'image de la course à pied pour se dire que tout le monde peut courir, mais si on voit que des images de marathoniens et de gens qui ont couru le 100 mètres avec des records, c'est pas ça qui va nous donner l'envie de mettre les baskets pour la première fois et d'aller courir 5 minutes, quoi, ou 15 ou 20. C'est souvent parce que on a un collègue ou une collègue de la COGIP qui nous dit: tiens, tu viendrais pas faire le 5 km contre le cancer. Et en fait, c'est cette toute première marche, le fait de le faire avec d'autres qui démarrent aussi ou qui sont pas dans des niveaux d'expertise avancés, qui aide à faire ce premier pas, quoi. complètement. C'est vrai qu'il y a, je sais pas, 10-15 ans, il y a tout un mouvement justement si on parle de la course à pied, autour de la course à pied en amateur, qui s'est lancé et qui a permis de rendre ça plus accessible, et il y a des personnes de se dire: «OK, pourquoi je me mettrais pas à courir moi aussi?» Peut-être que c'est la prochaine étape pour le mouvement No Code, où c'est encore beaucoup, sur ce Twitch par exemple, un sujet d'experts et d'expertes, mais que le prochain mouvement, c'est aussi des personnes qui débutent et qui disent: «Bon, OK, on va débuter ensemble. Aujourd'hui, je démarre sur tel outil, on va faire ça. J'y connais rien en no-code, j'y connais rien sur cet outil. J'essaie de faire les trucs. Peut-être qu'il y a des personnes plus expertes qui seront là dans le chat et qui me guideront. Et on avance comme ça. Et c'est vrai que je suis sur Twitch, donc j'en parle plus facilement, mais ça peut prendre 1000 formats différents. Donc effectivement, il y a probablement un peu de travail à faire et d'initiatives à lancer sur l'accessibilité, sans pour autant, je vais pas essayer de travestir qui je suis ou ce que je fais. De toute façon, je ne sais pas faire semblant. Mais oui, il y a probablement des choses à aller chercher de ce côté-là. Donc, si on revient justement à ce tentage de trucs, je dis entrepreneurial au sens très très large, pour moi, un projet entrepreneurial, en fait, c'est un projet, il peut être personnel, il peut être pour une entreprise, il peut être pour une association, il peut avoir vocation à générer des revenus ou pas du tout. C'est pour moi, il y a vraiment la notion d'entreprendre quelque chose plutôt que de créer une entreprise, qui est un cas particulier. Donc, tu nous as parlé un peu de cet état d'esprit. Est-ce qu'il y a une méthode, ou s'il n'y a pas de méthode particulière, peut-être des grands principes, des règles, quelques étapes un peu clés à respecter quand on tente des trucs, quand on tentage des trucs, je ne sais pas quel est le verbe. Quand on tente des trucs, pour le coup, j'ai pas pensé à toute la grammaire autour du concept. Moi, je croyais que tu allais nous vendre la formation au tentage de trucs C'est et vrai, tu as le raison. En fait, il gratuit faudrait que je sorte un en fin de bouquin, podcast, une ça. méthode. C'est vrai. Eh ben, écoute, je vais y réfléchir. Du coup, on va mettre fin à la discussion et puis on se recontacte dans quelques semaines, parce que Quand là, tu as bossé le aujourd'hui, business model. voilà, j'ai du mal à identifier une méthode, parce que justement, le principe, c'est que, en tout cas, à titre personnel, moi, j'y suis toujours un petit peu allée au feeling. Par contre, une leçon vraiment là de mes 2 années en freelance, où j'ai eu la liberté d'aller là où je voulais, dans l'ordre que je voulais, et pouvoir tenter vraiment beaucoup de choses, ça a été de s'autoriser à
démarrer de façon complètement incomplète, justement, et à effectivement s'autoriser à parler des sujets qu'on est en train de lancer, alors qu'ils sont pas du tout aboutis. Et j'ai lu quelques mois après avoir imaginé ce tentage de trucs, un bouquin qui s'appelle Start Ugly, qui est hyper intéressant et en fait qui faisait complètement écho à ça. Et quelque part, dont le seul mantra, c'est en fait, il faut démarrer. Parce que quel que soit le projet le plus réussi, le plus abouti, les points communs de tous ces projets-là, les plus réussis, c'est qu'à un moment donné, on a démarré. Donc, la première étape, c'est voilà, de poser une première pierre, de gravir une première marche, et puis ensuite de voir ce que ça donne, et puis d'aller à la prochaine étape. Et ça, je pense que c'est peut-être effectivement le seul conseil qu'on peut délivrer de façon universelle, qui paraît évident, et en réalité qui ne l'est pas tant que ça, parce que très souvent, on en reste à l'étape de l'idée, et en fait, on a du mal à se lancer. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai souvent beaucoup de mal à initier la première étape, alors que c'est bien souvent là que derrière, on récolte un premier feedback, ou alors on voit que ça donne quelque chose ou pas, ou qu'on est confronté à une difficulté technique, ou qu'au contraire, ça nous semble facile et qu'on va pouvoir poursuivre. Pour les non-anglophones, Start Ugly, ça veut dire démarrer moche. Exactement. C'est un titre effectivement qui parle de lui-même. Je ne peux qu'abonder dans le sens de ce premier pas, même si c'est pas, enfin c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que ce premier pas a souvent des allures de saut dans le vide. Quand même dans l'entrepreneuriat, moi j'ai monté plusieurs boîtes, je suis freelance depuis quelques années aussi, je fais beaucoup de choses dans l'associatif, et voilà, j'ai aussi expérimenté ce genre de difficultés. Parfois d'ailleurs, on sait quel premier pas on est censé faire, et on prend bien le soin de faire tous les chemins possibles pour l'éviter. Il y a des entrepreneurs dont j'ai fait partie, qui sont experts dans le fait de travailler en chambre le plus longtemps possible sur tout un tas de trucs. Ils vont avoir tout planifié pour ne pas avoir à aller voir des clients, des utilisateurs, etc., parce que ça les terrifie. Et voilà, enfin, faire le premier pas, oui, mais il y a aussi une direction générale, on va dire, à donner à ce premier pas. Il faut un moment que ça avance, et se confronter à un moment aux utilisateurs, au marché. Alors après, si c'est un projet purement perso, le problème ne se pose pas, mais il y a des limites à ce qu'on peut faire purement en chambre. Après, tu dis que tu fais vraiment ça au feeling. On n'est pas... je veux dire, on n'est pas non plus tous égaux. On parle pas de la même chose. Tu as aussi une formation en UX, en user research, etc., qui donne à ton feeling quand même des meilleurs réflexes qu'à la plupart d'entre nous quand il s'agit justement d'aller explorer sur ces sujets. Ça peut. Mais quand je parle de premier pas, en fait, c'est vraiment se dire c'est quoi le micro premier pas, en fait. Et de s'autoriser à considérer que cette première étape, en fait, elle fait déjà partie du projet. Parce que parfois, en fait, on commence à faire des choses et en fait, c'est jamais suffisant. Enfin, en tout cas, ça nous semble jamais suffisant pour faire partie du projet. Et c'est quelque chose, du coup, qui finit par nous faner parce que on est très déçu par rapport à soi-même. Alors que finalement, juste se dire, bon, pour ce projet-là, pour en revenir aux outils no-code, j'imagine que je vais utiliser Airtable parce que j'ai vu sur le Slack que c'était ça. Et bien juste, alors peut-être pas prendre un abonnement, mais en tout cas créer une première table et poser des données dedans. Mais en fait, c'est ça le premier pas. Et s'autoriser à considérer que ça y est, on a démarré notre projet et on a démarré la première étape de l'itération. Moi, le premier pas symbolique que je fais la plupart du temps quand je démarre un nouveau projet, c'est prendre le nom de domaine. C'est me dire, ok, j'ai attrapé cette idée, j'ai envie d'en faire quelque chose, je dépose le nom de domaine, j'en ferai peut-être quelque chose ou pas, je ne vous raconte pas le nombre de noms de domaine qui dorment, donc je ne fais rien, mais
Mais voilà, j'ai ce truc-là et ça veut dire que c'est quelque chose qui existe suffisamment. Il y a un nom Mmh mh. réservé, quelque part sur internet pour ce projet-là, si j'ai envie d'avancer là-dessus et des fois ça prend des chemins un peu tortueux, des fois ça reste là, j'ai réservé, hordedegrandeur.fr pour apprendre un peu au grand public les ordres de grandeur autour du sujet du réchauffement climatique. Ouais. Et j'ai pas fait grand-chose depuis dessus. J'ai déposé le nom de domaine nocodeur.fr il y a un peu plus d'un an, ou peut-être même 2 ans, j'en sais rien, en me disant, enfin avec des projets pour faire ceci ou cela dessus. Et en fait, là, je l'utilise maintenant pour un truc qui n'a absolument rien à voir. Et je me suis OK. en fait, ce nouveau projet et ce truc dont je fais rien, paf, ça fait les chocs à pic. Mais c'est vrai que déjà se dire ce projet est une pente alors, qui descend ou à gravir selon le cas de figure, ça peut être l'un ou l'autre, mais en tout cas, c'est une pente sur laquelle, je me suis engagé. Moi, je sais que j'ai beaucoup tendance à être sur des pentes descendantes. C'est-à-dire que quand j'ai fait le Mmh. premier pas sur la pente, après c'est la gravité qui m'entraîne et je peux Ouais. presque plus rien contrôler. Des fois, c'est un peu le contraire, c'est dire: «Waouh, j'aimerais bien aller là-haut, mais ça a l'air dur». Bon, ben, un pas après l'autre, se dire que oui, effectivement, là, comme ça, un dénivelé de 1000 mètres, ça fait beaucoup, mais bon, bah, en attendant, si je marche 5 minutes, j'ai pas besoin de monter 8 mètres, quoi. Mais Mmh. j'aurais marché 5 minutes et j'aurais avancé un peu dans la bonne direction et vers cet objectif. Exactement et puis, bah, ça nécessite aussi de faire appel à ce qui nous est familier ou ce qui est, entre guillemets «facile à chacun», ce qui est pas du tout la même chose, tu vois? Les noms de domaine, moi j'en ai acheté, 1 fois pour tentage de trucs, mais en fait, je me suis, fait des nœuds au cerveau des 15 fois avant en me disant: «Bah, est-ce que c'est vraiment, raisonnable? Est-ce que, voilà, c'est logique?» Et a priori, j'en achèterai pas d'autres, avant d'avoir vraiment d'autres projets, aboutis, donc on fonctionne pas de la même manière. Mais par exemple, ouvrir une page Notion, lui donner un titre et commencer à lister des premières idées, ça peut être une première étape. Et parfois, il y a des étapes aussi, qu'on peut, revoir de manière, rétrospective, parce qu'on n'est pas toujours, en maîtrise de son destin et de sa volonté de faire avancer des projets et parfois il y a des choses alors la gravité par exemple, mais parfois il y a aussi un environnement qui petit à petit, nous entraîne et à titre d'exemple sur les outils no code, moi j'ai pas du tout eu de démarche de recherche d'outils no code au tout début. C'est parce que j'avais un collègue, dans mon précédent job, qui, était féru d'outils, d'automatisation, qui n'appelait pas du tout ça no code à l'époque, qui nous a fait découvrir Typeform, que j'ai utilisé du coup sur un projet en 2017-2018 qui derrière nous a fait découvrir Notion, du coup que j'ai utilisé sur un projet de wiki en 2019. Et puis tout ça a créé une sorte d'appétit et de sentiment que ah oui, il y a des outils qui peuvent être utiles. Donc j'ai eu de nouveau un besoin en 2020 sur la création d'une enquête interne pour un client. Et là, il était incapable de répondre à mon besoin spécifique mais j'avais l'appétit suffisant pour aller chercher sur Google et finalement trouver qu'Airtable existait et que ça pouvait se combiner aux autres outils que je connaissais déjà. Et en fait, pour en arriver là, bah, ça n'a pas été une démarche alors volontaire si, mais vraiment consciente de petit à petit, je mets des briques les unes à côté des autres pour arriver dans l'univers du no-code. Mmh. Heu, une question intéressante enfin une remarque intéressante d'Olivier, c'est une des limites qu'il voit parfois, c'est la peur que si on met en branle toute une mécanique, si on commence justement ce premier pas, on fait quelque chose d'irréversible et on ne pourra pas revenir à cet avant confortable, heu, où on était juste avant. Heu, qu'est-ce que ça t'évoque toi, ce genre C'est, de c'est vrai et faux à la fois. Si on se parle purement, on va dire, physique, je pense que alors si on focalise sur les outils, du no code, en fait, il y a très souvent la possibilité de revenir en arrière et
de remettre un état identique à celui qu'on l'a trouvé si on a fait une connerie ou si finalement on n'est pas satisfait de la nouvelle étape. Par contre, l'idée de ça nous change, nous, et notre environnement, oui, je suis convaincue de ça. Et c'est là où on se confronte à la potentielle peur de l'échec parce que revenir à l'état d'avant, pour beaucoup de monde, ça peut signifier revenir en arrière et du coup être synonyme d'échec. Alors qu'en fait, on revient avec plein d'apprentissages et peut-être juste avec la possibilité d'avoir étudié une piste qui n'est pas la bonne. Et donc, en fait, on ne revient pas exactement au point de départ, mais juste on fait un pas en arrière pour repartir sur une autre piste. Je te rejoindrai plutôt sur ce sujet-là, c'est-à-dire que personnellement, ça ne peut que nous faire grandir, même si on se plante, on aura une expérience supplémentaire et on saura un peu mieux ce qui nous convient ou pas, ce qui marche ou pas, etc. Après, d'un point de vue purement matériel, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est plutôt pas une mauvaise chose de bien réfléchir avant de mettre toutes ces économies dans un projet, ou parfois toutes les économies de ses proches aussi. J'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont dilapidé toutes leurs économies et toutes les économies de leurs proches parce qu'ils ont réussi à les convaincre que c'était un super projet, etc. Et à la fin, ça n'a pas marché et ils se retrouvent avec, non seulement ils n'ont plus un rond, mais autour d'eux, il y a un certain nombre de personnes qui ont laissé les plumes. Il faut faire attention avec ça. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'état d'esprit startup dont je suis un peu revenu. Moi, je vivais par ça à une époque et j'en suis un peu revenu. Ce culte à la fois de l'hypercroissance et puis beaucoup d'a priori et d'idéaux qui sont dans ce milieu et qui ne sont plus du tout les miens. Mais c'est vrai qu'il y a de toute façon toujours une notion de risque, même si on n'a pas conscience qu'elle est là. Tenter quelque chose, c'est prendre le risque que ça ne marche pas. On le fait pour que ça marche, tout en sachant que ça peut ne pas marcher. Et c'est vrai que ça peut être dangereux de se mettre un peu des œillères et de ne pas l'envisager, d'être un peu trop confiant dans notre intuition, au fait qu'on a suffisamment bien fait nos devoirs, ou alors on saura suffisamment bosser, parce que le succès arrive de toute façon à ceux qui bossent. Oui, mais pas que. Non, mais pas que. Et c'est là, en fait, où on revient à l'importance de mettre le curseur de l'ambition sur le truc à tenter. Parce qu'on peut tout à fait se dire, je tente de créer ma boîte ou je tente de construire un outil qui va répondre à tel type de besoin. Et en fait, ça veut dire que si on n'atteint pas l'étape créer sa boîte ou que la boîte soit rentable, on va considérer comme un échec quel que soit le nombre d'étapes qu'on a passées jusque-là. Alors que si la première ambition, c'est juste déjà de réussir à trouver une solution technique pour répondre à tel ou tel type de besoin, et que une fois atteint cette étape-là, on se dit « Ah bah tiens, est-ce que j'en ferais pas une entreprise ?» En fait, on diminue la prise de risque et le risque aussi d'avoir ce sentiment d'échec parce que finalement, on vise plutôt des étapes qui sont, entre guillemets, modestes ou plus modestes que je vais entreprendre et du coup, si ça ne marche pas, je vais être hyper déçue. Mais est-ce que finalement, cette courbe du tentage de trucs ne serait pas un juste milieu vers lequel devraient tendre en s'élevant les personnes qui manquent de confiance en elles et devraient redescendre un peu les personnes qui justement ont tellement de confiance qu'elles ne sont pas du tout dans cet état d'esprit de tentage de trucs, elles sont dans l'état d'esprit de c'est bon, ça va marcher, c'est le projet de ma vie. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un juste milieu à trouver en modérant un peu les biais de chacun dans un sens ou dans l'autre parce que... Sans doute. En tout cas, pour la première partie, de se dire que ça permet aux personnes qui peut-être manquent de confiance en elles ou qui peuvent avoir des syndromes de l'imposteur, etc., d'y aller petit à petit. Ça, je suis assez convaincue parce que finalement, quand on se met un objectif, somme toute assez modeste, en fait, le fait d'y parvenir apporte de l'énergie, un sentiment d'empouvoirment qui fait que on est mieux armé pour aller à l'étape d'après et ainsi de suite. Donc,
c'est peut-être un paradoxe par rapport à certaines postures, notamment qu'on voit sur LinkedIn, de dire qu'il faut absolument avoir de l'ambition et que c'est l'ambition qui va nourrir la réussite. Moi, je ne suis pas complètement convaincue de ça. Et le fait d'avoir des ambitions modestes, pour moi, permet d'aller plus tranquillement vers une réalité qui, finalement, peut être une réalité de réussite et correspondre à ce que certains verraient comme de l'ambition. Mais effectivement, ce n'est pas forcément très, très courant en termes de prise de position. C'est pas la plus vendeuse, en tout cas, malheureusement. Et c'est vrai que sur LinkedIn, c'est pas trop le... Il y en a de plus en plus, et bon, je le vois beaucoup, ayant beaucoup gravité autour de la communauté, autour du burn-out, qui évidemment est beaucoup plus sur ces messages-là que sur le culte de l'ambition et de la réussite professionnelle. Mais oui, c'est sûr que c'est un discours qui parfois manque un peu. Adrien nous dit il n'y a pas réellement d'échec en soi, soit on avance, soit on apprend. C'est sûr que ça peut quand même être un échec selon un certain point de vue, mais ce n'est jamais qu'un échec. En fait. Et Olivier dit une boîte devrait plus être une conséquence d'un projet ou d'une solution qu'on a en tête, plutôt qu'une fin en soi. Je trouve l'idée intéressante et d'autant plus d'actualité avec justement les outils no-code qui sont un peu au cœur de la communauté. C'est-à-dire qu'il devient beaucoup plus simple et beaucoup plus envisageable de tenter des trucs, y compris pour en faire plus tard un business, mais j'allais dire avec des bouts de ficelle, des grosses ficelles un peu élaborées, mais on peut faire quand même rapidement un produit qui marche, et finalement, en se donnant une contrainte qui est plutôt une bonne chose, c'est de rester simple, concentré sur un sujet en particulier, sur un besoin en particulier, ne pas vouloir en faire trop. Et là, je dis... je tiens à dire que je ne parle pas justement des projets d'entreprise, etc. J'ai fait, par exemple, hier et aujourd'hui, un projet pour No Code France. On a un gros souci de lisibilité des canaux du Slack. On a 175 canaux publics dans le Slack. Et en fait, j'ai un peu connecté différents points entre eux. Je me dis, mais j'ai fait un archivage et la liste des canaux quelque part. Est-ce qu'on peut pas simplement brancher une interface là-dessus qui liste ça, et en 1 heure, on avait en fait une interface avec les canaux du Slack qu'on peut trier, filtrer, etc., présenter par catégorie. Mais ça n'est possible qu'en restant sur quelque chose d'hyper simple. C'est-à-dire l'objectif, c'est d'avoir une liste des canaux du Slack. On fait une liste des canaux du Slack. On ne va pas ajouter 1001 fonctionnalités qui seraient peut-être très cool, mais qui feront la différence entre on lance le produit la semaine prochaine et on lance le produit peut-être dans 6 mois si on ne s'est pas découragé avant. Ouais, je suis absolument d'accord. Et en plus, il y a une question de robustesse des processus qui font que si on démarre simple, qu'on garde aussi des éléments, on va dire, manuels dans le processus, c'est une manière justement d'itérer aussi dans la construction du process, dans la construction des flux, qui permet derrière, si on imagine automatiser et rajouter la complexification, avoir au moins une base qui est robuste. J'ai un exemple dans mon job actuel sur du recrutement où on a un gros sujet de comment est-ce qu'on relance les profils qui répondent aux annonces ou qu'on approche et qui ne donnent pas suite, par exemple, à un email. Et assez spontanément, j'ai des collègues qui sont côté acquisition et qui sont très, très outils, et c'est très cool, qui se disent, du coup, il y a peut-être une manière d'automatiser l'envoi de SMS à ces personnes-là. Et en fait, on a surtout commencé par dire, en fait, on ne va pas du tout aller là pour l'instant, parce que déjà, on a un outil de gestion de candidature qui, il me semble, a une fonctionnalité de SMS. Donc, en fait, on va tester la fonctionnalité de l'outil en tant que tel. Première étape. Il se trouve que ce n'était pas du tout satisfaisant parce que les personnes recevaient un SMS avec un numéro dire sponsorisé. Du coup, en termes d'expérience candidat, c'était assez naze. Donc, on a testé une première solution qu'on a écartée. Et puis ensuite, et on en est là aujourd'hui, on s'est dit, en fait, il faut qu'on teste l'envoi de SMS manuellement. Par contre, on ne peut pas prendre juste notre téléphone et taper un message avec nos petits doigts parce que
ça représente des dizaines, voire des centaines de candidats. Donc, comment est-ce qu'on peut faire un truc un peu intermédiaire avant l'automatisation? Eh ben, on va prendre la version PC de l'application de message de Android, et puis on va prendre un TextBlaze qui permet de créer un snippet avec slash et un code qui va nous permettre de créer des messages, on va dire entre guillemets automatiques. Et de cette manière-là, on est déjà dans un entre-deux entre le tout manuel et une forme d'automatisation, le temps de tester notre processus et de voir si nos messages sont adaptés, si on a des retours, et peut-être que demain, on se posera la question d'une automatisation. Mais si on y avait été direct, peut-être qu'on aurait créé finalement des messages pourris, mais par contre qu'on aurait envoyé direct à 100 personnes. La plupart des consultants et consultantes en automatisation diront de toute façon que on n'automatise que des processus qu'on a déjà pratiqués bien à la main et rodés et testés et crachés, etc. Parce que c'est vrai que c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi, d'essayer tout de suite engager. On peut faire le parallèle avec l'industrie, c'est-à-dire que si vous essayez de commencer à construire un objet que vous n'avez jamais construit en vous disant « je vais d'abord concevoir la machine qui va faire automatiquement ce produit », on voit assez rapidement les problèmes que ça peut représenter si on ne sait même pas comment, de base, construire cet objet, quoi. Donc le principe est effectivement le même, il faut d'abord éprouver un peu les choses. Après, l'intérêt de la frugalité aussi, de se concentrer sur une chose, c'est juste la lisibilité. Personne ne veut d'une idée, d'une solution, d'un outil, d'une boîte qui fait tout parce qu'on comprend pas, en fait. On sait pas exactement en quoi ça consiste, par quel bout le prendre, et pour la personne qui le vend, c'est un casse-tête absolu. Donc, se concentrer toujours sur un élément, quitte à derrière à approfondir un peu, mais permet aussi beaucoup plus facilement de savoir, bon, est-ce que c'est bon ou pas? Parce que quand on en fait trop dès le début, on a tendance aussi à en faire trop, si ça va pas, quoi. C'est-à-dire, j'ai 15 fonctionnalités, ça va toujours pas, c'est qu'il m'en manque. Allez, j'en mets 30. Tandis que si j'ai une fonctionnalité et que ça va pas, bon, c'est que ma fonctionnalité, elle est pas bonne, quoi. C'est que je suis pas exactement au bon endroit où je suis censé être. Je réponds pas exactement au cas d'usage, aux besoins, etc. Donc c'est... Toi, dans ton expérience, du coup, de tenteuse de trucs, dans ce que tu as fait dans tes 2 années de freelancing, est-ce que tu as quelques exemples un peu emblématiques dont tu aimerais nous parler en termes de besoins, process, outils, de ce que tu as mis en place? Oui, alors, si on se parle de projet no-code, j'ai tendance à dire que je suis une des no-codeuses les plus actives. En tout cas, je l'ai été là jusqu'à ma reprise d'un poste salarié, tout en étant peut-être une de celles qui pratique en tant que telle le moins. Parce que, en fait, je n'avais pas tant de cas d'usage que ça. Et justement, j'en suis arrivée à un point où quand, après avoir testé les outils un petit peu sur le tas, et que je suis devenue freelance, j'ai voulu me former. J'ai fait les formations de contournement avancées sur Airtable et sur Notion. Et en fait, j'avais envie, du coup, ça me donnait plein d'idées de business, d'outils dans tous les sens. Et en fait, je me rendais compte que je raisonnais par rapport à ce que je maîtrisais et ce que je savais faire. Et du coup, ça me donnait envie d'aller dans ce sens-là en créant des choses qui me permettraient d'utiliser ces outils. Donc, pour Notion, ça a été assez rapide avec la création de mon site, donc tentagedetrucs.fr, qui est tout simple avec un back-office de Notion et puis une couche de super.so. Et là, pour le coup, il n'y a pas eu beaucoup d'itérations parce que si sur le contenu parce que c'est un portfolio, donc je le mets régulièrement à jour. Mais en fait, c'était justement un environnement Notion que je maîtrisais déjà, qui était assez simple avec une base de données et différentes thématiques. Et puis, une fois la couche super.so posée, j'ai retravaillé un tout petit peu des éléments esthétiques, donc en intégrant des petits snippets de code et
ça m'a permis de rappeler des souvenirs de quand je bidouillais ma page MySpace pour ceux qui ont connu ça dans les années 2006-2007. Mais effectivement, je suis arrivée très vite à ce qui m'a semblé être une version déjà suffisamment aboutie pour être mise en ligne. Et puis derrière, j'ai retravaillé du contenu, mais ça se faisait facilement depuis la page Notion. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et puis après, j'ai effectivement eu des idées parfois de business ou de produits, notamment avec Airtable. À un moment donné, je me suis demandé si j'allais pas créer une sorte d'application, enfin en tout cas avec Airtable comme base de données pour historiser les dessins des enfants, puisque je suis maman de 2 enfants. Et je pense que comme beaucoup de parents, je suis confrontée à l'ambiguïté de vouloir garder tous les dessins et en même temps pas avoir suffisamment de place dans mes armoires. Donc je me disais que garder ça de façon numérique, ça pouvait être une option. Et j'ai commencé à construire ma base de données sur Airtable. Et puis, heureusement, assez vite, je me suis dit, mais en fait, d'autres ont certainement eu l'idée avant moi. Donc, je suis allée faire un petit benchmark et discuter avec une fille qui avait lancé ça 2 ans avant avec une solution en dev. Et en fait, 2 ans après, elle avait une communauté, mais pas du tout trouvé de business model. Et en fait, elle allait arrêter le projet. Donc, ça m'a fait finalement interrompre la construction de ma réponse technique avant qu'elle soit très aboutie. Donc voilà, mais sinon, c'était plutôt plein de, on va dire, tout petits projets, en tout cas très modestes, comme construire une base de données des adresses locales pour, on va dire, la communauté de parents d'élèves autour de chez moi. Voilà, que des trucs, voilà, on va dire assez modestes. Et finalement, c'est maintenant, donc je suis revenue au salariat et paradoxalement, que j'ai plus forcément à toucher à des outils no-code d'un point de vue professionnel, que je retrouve par contre cette logique-là, puisque je parlais tout à l'heure de l'outil de gestion de candidature dans notre outil pour notre outil de recrutement. Et en fait, c'est intéressant de voir que dans ces outils-là, on ne parle pas du tout de no-code, mais on intègre de la logique avec des règles, des éléments d'automatisation, que ce soit pour prendre des rendez-vous, pour positionner les candidats sur des étapes de process, pour envoyer des mails. Et je retrouve cette logique-là en construisant un processus de recrutement, en se disant, en fait, tant pis, mon processus, il sera peut-être jamais complètement stable, mais petit à petit, je vais tester à différentes étapes, là de mettre une automatisation, là de créer un modèle de mail, un public postage, etc. Après, ce que tu racontais sur le fait que tu avais des idées et tu explorais surtout autour de tes outils de prédilection est quelque chose qu'on observe quand même beaucoup dans la communauté. Il y a une sorte de sérendipité, mais vraiment de proche en proche, où ah bah tiens, je découvre tel outil, ça me permet de faire ça. Ah, mais ça me donne telle idée, je vais pouvoir faire ça. Ah, mais il me manque telle chose, bon, bah, je vais faire ça. Donc, je commence sur Airtable. Ah, bah, ça me permet de faire ça. Oh, mais ça me fait penser que je pourrais gérer ça de telle manière, etc. Puis après, on pense à autre chose et on se dit, ah ouais, ce serait parfait pour ça, mais il va me manquer une interface. Ah, mais j'ai entendu parler de Software ou Glide, ok, bah, je vais m'y mettre, je vais essayer. Il y a aussi des gens qui se disent, aujourd'hui je suis sur Notion, mais là j'aurais besoin de Webflow, bon, il va peut-être falloir que je me mette à Webflow, mais c'est pas forcément des choses qui se passent tous les jours, et c'est dans le cadre de projets, on va dire, réfléchis depuis plus longtemps, souvent. Mais c'est vrai que sur des petits projets, des petites idées, etc., il y a vraiment une idée de... On avance petit à petit, et ce qui est assez intéressant avec avec ces outils no-code, c'est qu'il n'y a pas... il y a rarement il n'y a jamais une seule manière d'arriver à un résultat. Et quand on prend chacun des grands outils, on va dire, ils vont tous avoir une manière ou une autre d'arriver à un même résultat, au moins dans l'esprit. Ça ne marchera pas de la même manière, etc. Mais si on prend un Notion, un Webflow, un Airtable, un Bubble, par exemple, pour la plupart des sujets, si vous voulez
creuser un sujet, tester les choses, etc., vous allez pouvoir vous en sortir avec votre outil de prédilection. Il faudra sûrement tricher, sûrement faire preuve d'astuce, utiliser des outils externes. On parlait de Superso, de Softer, de Glide, sûrement besoin de Zapier ou Make à un moment, etc. Mais on peut s'en sortir en fait dans un écosystème donné. Il n'y a pas forcément besoin de se dire bon bah là il faut tout de suite que j'aille apprendre Xano parce que je vais gérer des données. Il n'y a pas justement besoin d'aller vers toujours plus d'outils, toujours plus de technicité. On peut créer des choses en restant plus ou moins dans ce que l'on connaît, et ça a une vertu aussi, c'est de rester dans la simplicité, ne pas aller chercher... Enfin parfois de s'obliger à la compromission avec nos grandes ambitions et nos 1000 idées à la seconde en se disant bon, ok, je suis dans le cadre d'un outil qui ne me permet pas de tout faire, je vais essayer de prioriser pour voir, pour regarder finalement la substantifique moelle de mon projet, de mon idée, et me concentrer dessus. Et également sur ce que tu disais sur cette communauté voilà, de parents qui veulent garder les dessins de leurs enfants, il y a une chose que j'entends assez peu souvent finalement, mais c'est que, il y a une réalité qui est que le champ des possibles pour les projets qui vont trouver leur business model, un modèle de rentabilité, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus restreint que le champ des possibles des outils qui vont trouver leur communauté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'outils, je veux dire, c'est même une majorité, qui répondent à un besoin, qui peuvent trouver leur communauté, mais qui pour autant n'arriveront jamais à en vivre, du moins pas à temps plein, où il faut partir sur quelque chose de plus frugal, avec une stack technique pas trop gourmande en argent, et puis développer ça comme side project en disant, bon, le but est d'abord que ça couvre les coûts de ma stack technique, et puis après, peut-être que ça me permet de dégager un petit revenu, mais en tant qu'entreprise, en tant que projet à temps plein, ne marcheront jamais, puisque on est quand même dans un monde où on est dans l'ensemble habitué à pas payer pour grand-chose, surtout dans le domaine du web, principalement dans le domaine du web. Donc, on peut se dire, ok, ça c'est génial, ça répond à un besoin, mais pour autant, jamais de la vie, je paierai le moindre centime pour... et souvent plus par principe ou parce que c'est trop engageant que parce que c'est trop cher, quoi. Ouais. C'est pour ça que l'idée là que tu évoquais de se dire en fait, je maîtrise aujourd'hui un outil et commençons à explorer les possibilités avec cet outil. Enfin, je suis assez convaincue de ça, même s'il ne faut pas faire rentrer les ronds dans les carrés et que voilà, parfois il peut y avoir des limites, mais en tout cas, on peut s'autoriser à se dire que, encore une fois, on raisonne en termes d'étapes et que notre projet tel qu'il est à un instant T ou tel qu'on va le développer à un instant T, ce sera peut-être pas le projet définitif, mais qu'en tout cas, pour cette première itération, on peut essayer de faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire peut-être une licence qu'on paye déjà, ne serait-ce que pour des raisons financières, et puis peut-être on maîtrise cet outil-là, plutôt que de tout de suite se dire, bon, bah, pour que le projet soit le plus abouti possible, de quoi je vais avoir besoin, et c'est très souvent là que on se dit quel outil va répondre à tous les besoins. Ça va être Bubble, et donc je vais aller faire un bootcamp de X semaines sur Bubble. Mais en fait, on diffère à chaque fois l'idée d'arriver à un résultat concret et de pouvoir tester la solution. Donc, typiquement, on en revient au choix des outils. Moi, finalement, j'ai toujours testé des outils assez accessibles parce que j'ai pas eu de cas d'usage. Et même si j'ai beaucoup de curiosité pour Bubble et qu'aujourd'hui, je suis capable d'orienter parfois des gens sur Google en fonction de leurs besoins, moi, en fait, j'y suis jamais allée parce que, mis à part de la curiosité, il n'y a rien qui a nécessité que j'aille développer des compétences sur Bubble, qui plus est probablement des compétences qui seraient obsolètes dans peut-être quelques mois ou quelques années si finalement j'ai un projet qui nécessite d'utiliser Bubble, mais en fait que j'aurais appris dans une version qui aura probablement évolué d'ici là. C'est vrai que le cas l'exemple de Bubble est le plus extrême, parce que dans les outils grand public, on va dire,
C'est-à-dire que pour moi, un Xano Web, ça commence vraiment à être des outils techniques. C'est très difficile de les prendre en main si on n'a pas un minimum de bagage technique. Bubble, c'est sensiblement plus... c'est possible, même sans bagage technique, même sans connaître le code, même sans connaître le web, mais c'est, a priori, sans trop de contestation possible, l'outil le plus compliqué et le plus long à prendre en main, et qui donnera le temps de développement le plus long dans tous ces outils, justement, grand public. Et pour autant, il y a un nombre non négligeable de personnes dans la communauté, notamment les entrepreneurs, qui se précipitent sur Bubble avant de prendre le temps de réfléchir, justement parce qu'on leur a dit que voilà, c'est vraiment l'outil qui te permet de tout faire, donc c'est génial, c'est ça que je veux, mais souvent tout faire, c'est trop faire, quoi. Et j'adore Bubble, et je développe en ce moment des projets perso sur Bubble, et plus pour le plaisir que pour en faire vraiment un business. Donc c'est tout à fait possible, mais il faut d'une part que le besoin le justifie, et d'autre part, il faut savoir ce que ça implique aussi en termes de développement. Quand on parlait tout à l'heure de faire le premier pas, il faut aussi que ce soit un premier pas et les suivants, enfin, soient dans une logique assez efficace. Si on se dit ok, je vois cette montagne tout là-haut, je veux être sûr de bien réussir, donc je vais faire le tour de la montagne, et à chaque tour, j'aurai monté de 2 mètres. Comme ça, je suis bien sûr que la pente ne sera pas trop dure pour moi. C'est le meilleur moyen de jamais arriver en haut. Donc voilà, viser, se dire, ok, là je vais faire un petit morceau, mais au moins je sais que j'aurai bien avancé après ce premier sprint, entre guillemets, et j'aurai quelque chose d'utilisable, quelque chose de testable. C'est un point dont on n'a pas trop parlé, mais il y a vraiment, au sens large dans l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat au sens large, il y a cette notion de tester un besoin, tester une manière de répondre à ce besoin, parce qu'on n'a jamais réponse à tout. Il est possible que le besoin qu'on a imaginé n'existe pas, ou n'existe pas auprès de suffisamment de personnes, ou que personne ne soit prêt à payer pour, ou que personne ne soit vraiment convaincu par la manière dont vous répondez à ce besoin précis. Et dans le tentage de trucs, pour moi, il y a une notion essentielle de tester, vérifier des hypothèses, et pour ça, il faut que ces hypothèses soient de manière consciente des hypothèses. C'est j'estime que ça, allons le vérifier. Et non pas partir avec ses propres certitudes de le monde a besoin de ça. Il m'attendait pour que je le développe. Ouais, tout à fait. Et en termes de besoins et en termes d'expérience, tu vois, je pense à un autre exemple. Je me suis amusée, c'était en 2021, je ne sais plus pour quelle raison, parce que j'avais vu sur le Slack à tester la création d'un chatbot. Et en fait, j'avais pas de cas d'usage. Et le premier truc pour lequel je l'ai utilisé, en fait, ça a été un détournement où ma petite sœur, qui est comptable, répondait à une offre d'emploi dans laquelle on lui demandait de créer une vidéo. Elle savait pas comment faire, donc elle m'a demandé. Et en fait, j'avais l'outil de chatbot sous la main, et je me suis dit, faisons une espèce d'auto-interview sous forme de chatbot, et derrière, je vais capter la conversation, et puis ça sera sa vidéo. Et du coup, ça a très bien marché, mais je me suis un peu chauffée du coup sur le chatbot, et en fait, j'avais très très envie d'en faire quelque chose, du coup de trouver un projet, et j'étais à ce moment-là dans des réflexions autour du partage des tâches ménagères dans les couples, et de comment trouver un système potentiellement un peu gamifié pour inciter les hommes, puisque c'est le plus souvent ceux qui en font le moins, à faire leur part, et non pas juste à donner un coup de main à leur conjointe. Et donc j'ai imaginé plein de trucs, à la fois sur des éléments physiques à avoir chez soi, et je me suis posé la question de créer un chatbot pour créer une prise de conscience sur le décalage d'investissement. Et du coup, j'étais dans ma solution, j'ai construit la conversation avec des règles pour un peu comme un jeu dont tu es le héros, emmener vers des bouts de conversation différents. Et
comment dire, quand j'étais dans ma construction, ça me semblait une super idée. Et en fait, c'est au moment de le tester et en fait à moi-même, puisque Mmh. j'étais moi-même en train de répondre, que je me suis rendu compte que c'était impossible que ça fonctionne parce que on était sur des conversations qui durent plusieurs minutes et que jamais de la vie, quelqu'un serait resté derrière un chatbot interagir pendant plusieurs minutes. Mais ça m'a permis d'aller très vite et en quelques jours, de construire ma conversation, de la tester, ne serait-ce qu'avec moi-même et de me rendre compte qu'au-delà du marché et du besoin, il y avait un truc d'expérience que je ne devais pas du tout explorer avec cette forme-là. Mmh. Intéressant. Et ça me fait penser que dans l'exploration des outils, c'est bien qu'il y ait un besoin, qu'il y ait un cas d'usage derrière. N'allez pas forcément, apprendre tel outil parce qu'il faut apprendre un maximum d'outils. Si vous savez pas quoi en faire derrière, si vous avez aucun intérêt, personnel à le faire, si c'est votre kiff, très bien. Mais c'est vrai qu'il y a parfois, on a l'impression qu'il y a des personnes qui sentent un peu cette, injonction Mmh. d'apprendre un maximum d'outils et puis en même temps d'être aussi, bon que possible sur tous ces outils. Il n'y a pas d'évaluation à la fin, il y a pas d'obligation, et cetera. Comme tu le disais, il y a plein de manières de pratiquer et ça m'a fait un peu sourire quand tu disais, voilà, je pratique beaucoup le no-code, mais enfin, je suis beaucoup dans la communauté, mais je pratique très très peu le no-code. Tu serais surprise de voir le nombre de personnes qui tiennent ce discours. Mmh. Finalement, c'est une majorité de membres de la communauté qui sont l'exception, quoi. Ouais. Et en fait, en fait, c'est pas du tout une exception. C'est que la plupart des personnes qui sont dans cette communauté de 10 000 personnes aujourd'hui ne sont pas des fous furieux comme moi qui vivent nos codes matin, midi et soir et passent leur temps à perfectionner leur pratique. Ce sont des gens qui l'utilisent un peu, beaucoup, passionnément, ça va dépendre, mais pour beaucoup, c'est juste un peu parce que ça leur est utile dans leur boulot ou dans leurs études, ou etc. Et Mmh. il n'y a pas de... Enfin, à partir du moment où vous découvrez des outils qui vous aident au quotidien, il n'y a pas d'autre obligation, ni d'excellence, ni de maîtriser une palette toujours plus large, etc. Si vous en avez envie, c'est très bien, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin. Personne ne vous jugera pour. Non, non, tout à fait. Et sur l'idée on va dire, si on a envie de découvrir les outils vers lesquels se tourner en premier, en fait, moi, je suis assez convaincue que des outils entre guillemets mainstream est reconnu comme grand public au sein de la communauté, comme des Notion, Airtable, Zapier, bah, en fait, c'est une bonne première étape parce que déjà, ils sont en général reconnus comme étant relativement accessibles pour les découvrir. Et puis, sans doute que si demain, parce que voilà, on s'est un peu chauffé là-dessus, on a envie d'aller découvrir un Bubble ou un Make, en fait, ça ne sera pas anodin d'avoir déjà commencé Mmh. l'appréhension de la logique et des systèmes et des bases de données par ces premières étapes. Et, euh, et puis, ça crée quand même une culture générale de cet écosystème no-code qui est quand même intéressant aujourd'hui. Donc, même si on ne pratique pas beaucoup, le fait d'avoir la connaissance de ça existe, ça sert à ça, et même si moi, je l'utilise pas, je peux le recommander ou comprendre pourquoi les gens l'utilisent, ça, c'est quand même quelque chose qui est vachement précieux. Et je pense qu'il sera de plus en plus. Mmh. C'est vrai qu'au-delà de la maîtrise des outils, c'est plus une culture générale sur Tout à fait. les grands champs d'outils, quand est-ce qu'on les utilise, qui est intéressante, quitte à se dire, bon bah là, je sais que c'est plutôt vers tels outils qu'il faudrait aller, c'est pas mon domaine. Soit je le fais pas, soit je trouverai quelqu'un qui le fait, ou etc. Mais euh, c'est vrai que la connaissance, la culture générale sur les outils me semble limite plus importante que la maîtrise approfondie de plein d'outils. Ou même d'une poignée d'outils. Et c'est Mm. sûr que chaque outil aide à appréhender le suivant. Mm. Ça amène quelques difficultés aussi, parce que il faut apprendre il faut désapprendre quelques trucs et apprendre une nouvelle manière de fonctionner. Mais moi qui suis passé de Zapier à Make il y a quelques années, ça m'a énormément aidé. Alors il y a aussi Mm. tout un tas de choses que j'ai dû réapprendre en me disant, attends, je fais comme ça, je faisais comme ça sur Zapier, là ça marche pas. Ah, il faut faire comme ça, d'accord. Mais pour l'essentiel, ça m'a aidé, et puis comme le fait d'avoir fait Make plus Airtable m'a aidé quand j'ai commencé Bubble. Enfin, il y a des progressions comme ça qui existent. Et également,
Il faut pas voir le no-code comme, à travers le prisme de juste quelques outils bien en vue. Il en existe d'autres, mais il existe aussi tout un écosystème d'outils beaucoup plus large que ce qu'on appelle communément le no-code, et qui ne sont pas du tout à laisser de côté pour autant. C'est-à-dire que des outils métiers, des outils spécialisés, etc., même s'ils n'ont pas communément l'étiquette no-code, doivent être, j'ai envie de dire, la première solution à envisager quand vous avez un besoin. C'est pas parce que vous avez la possibilité de refaire un CRM sur Airtable que vous devez refaire un CRM sur Airtable. La plupart du temps, vous allez passer beaucoup de temps pour un résultat moins bien que si vous aviez pris un CRM. Voilà, on avait traité de ces sujets beaucoup plus en détail avec Xavier dans la dernière émission, mais c'est important de garder à l'esprit qu'il ne faut pas forcément apprendre à utiliser Bubble pour répondre à tous les besoins. En fait, la plupart du temps, les besoins, il y a déjà des outils sur étagère qui répondent, et souvent, il va s'agir juste d'un peu d'astuces pour compléter le petit bout qui manque à ce que vous voulez faire, plutôt que de réinventer la roue, juste parce que vous avez un doute sur est-ce qu'il y a un rayon qui est cassé ou pas, quoi. Ouais, d'autant que cette étape de benchmark et d'analyse du marché de l'outil sur l'étagère qui répond à tel type de besoin, quand bien même à la fin on choisirait de ne pas prendre ces outils-là, en fait tout ce travail de compréhension de ce qu'ils font pas, aidera à construire le cahier des charges de l'outil qu'on choisira de construire nous. Mais du coup, cette étape, elle est indispensable, de même que quand on a déjà un outil à disposition et qu'on réfléchit à développer une fonctionnalité, avant de se dire « Ah super, il y a une API et du coup on peut le connecter à des outils tiers », peut-être que l'éditeur a déjà prévu une brique qui permet de se rajouter à l'outil, ou peut-être qu'il y a une fonctionnalité qu'on n'a pas explorée dans l'outil même qui nous permet de répondre aux mêmes besoins. Donc c'est peut-être moins satisfaisant une fois qu'on a commencé à bidouiller des trucs par soi-même, de passer par la solution un peu clé en main, mais finalement c'est quand même le meilleur moyen d'être productif, puisque la notion de productivité est pas forcément pour de bonnes raisons, mais un peu l'Eldorado des personnes qui pratiquent le no-code. Ah, mais c'est même extrêmement frustrant, quand tu commences à bidouiller un peu les outils no-code, de revenir à des solutions toutes faites en disant « Oh là là, ça j'aurais pu le refaire sur Airtable, ça, oh là là, j'aurais pu le faire mieux ». Bon, on voit pas, en revanche, tous les autres aspects qu'on n'aurait pas pu faire mieux, voire qu'on n'aurait pas pu faire du tout. Mais non, c'est important de garder ça à l'esprit. Moi, quand un client vient me voir pour un projet et que je me dis « Mais en fait, il y a des outils sur étagère qui répondent aux besoins », c'est toujours la première question que je lui pose, quoi. C'est pourquoi vous n'utilisez pas un learning management system? Pourquoi vous n'utilisez pas un CRM? Pourquoi? Parce que des fois, juste ils n'y pensent pas, on leur a dit no code, ils disent OK, no code. Ou des fois, il y a des bonnes raisons pour ça, mais c'est important de comprendre tout ça pour faire des choix beaucoup plus éclairés par la suite, effectivement. Et ça me fait penser que quand on disait tout à l'heure, l'important c'est de faire le premier pas, ça ne veut pas dire pour autant que le but est de se précipiter aussi vite que possible dans l'exécution. C'est-à-dire que, alors, de l'exécution pour tester rapidement des hypothèses, oui, mais pour vraiment développer un produit, il y a quand même justement des phases de test d'hypothèses en amont et une phase de conception qui est importante. Une phase de conception, c'est listé, c'est structuré, et c'est aussi beaucoup élagué. Sur un cahier des charges d'application, typiquement, on va lister tout un tas de fonctionnalités, il faut que ça fasse ça. D'expérience, quand on dit ou quand on se dit bon, je vais enlever des fonctionnalités, il y en a trop, on en enlève 10%, et en plus on les enlève pas vraiment, on les met dans la V2. En vrai, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut supprimer au moins un tiers des fonctionnalités, et dans ce qui reste, on répartit ça équitablement entre V1, V2, V3, quoi, typiquement. Mais ne pas partir sur un truc, bon, j'ai listé mes 50 fonctionnalités, ça veut dire qu'il faut que je parte là-dessus. Ah, c'est trop, ok, je vais en faire 47, promis. Non, mais enfin, ça paraît un peu caricatural comme ça, mais ça se passe comme ça sur quasiment tous les projets que je vois ou que je fais. J'ai aussi énormément fait toutes ces erreurs-là. Donc c'est important d'avoir un peu ces ordres de grandeur à l'esprit. C'est les ordres de grandeur, ça ne veut pas dire qu'il faut respecter à la lettre tous
tous les chiffres, toutes les proportions que j'ai données, mais quand on essaye d'élaguer et qu'on se rend compte que finalement on a juste barré 2 lignes, c'est peut-être pas assez en fait. Ouais, c'est clair. Sur les autres pièges, est-ce que tu vois un peu d'autres pièges qui nous attendent éventuellement sur la route verdoyante du tentage de trucs? Non, si ce n'est je sais pas si c'est un piège, mais de se concentrer que sur le no-code. Parce que finalement, il y a peut-être des choses, alors peut-être pas qui trouveront une alternative, on va dire dans le monde physique, mais enfin, moi je trouve que, d'avoir découvert le no-code et d'avoir découvert que dans l'univers du numérique, il y avait des choses que je pensais pas être capable de faire, que finalement j'étais capable de faire, ça m'a aussi empouvoiré et donné le sentiment que dans d'autres univers, j'étais capable peut-être de faire des choses que j'aurais pensé ne pas être capable. Et donc de s'autoriser à garder ce sentiment d'empouvoirment qu'on développe dans le code pour aussi regarder d'autres pans de sa vie et appliquer le tentage de trucs et cette idée de se lancer à ces autres, dans ces autres pans de la vie. Moi, je l'ai fait dans la musique ou sur des éléments plus métiers ou à partir du moment où j'ai commencé à tenter des trucs en no-code où j'étais capable de faire des choses que j'avais jamais imaginées, j'ai commencé à répondre à des appels d'offres ou à des demandes sur des métiers que je ne pratiquais pas. Donc vraiment, si je devais vous donner un conseil ou partager ce retour d'expérience, c'est d'appliquer le tentage de trucs un peu partout dans sa vie. C'est vrai que l'exemple de la musique est pas mal aussi, parce qu'il peut y avoir aussi, face à la musique, un peu ce sentiment de soit je fais le conservatoire, soit ça sert à rien de pas de m'y mettre. Enfin, et en fait, c'est bête. Moi, j'ai jamais appris le solfège et je gratouille la guitare pour me faire plaisir et c'est tout. Et j'ai aucune ambition au-delà de ça. Je ne cherche pas à faire mieux et ça me va très très bien. Et évidemment, je ne sortirai jamais d'album, je ne ferai jamais de concert. Mais on s'en fiche. Et en fait, la même chose est vraie du no-code, la même chose est vraie de tout. Et effectivement, pour avoir côtoyé aussi le milieu maker, mais physique, pas les makers no-code, c'est aussi des choses qu'on retrouve, des gens qui n'ont pas forcément une formation à la base sur ce qu'ils font, mais qui aiment bidouiller et qui, d'itération en itération, acquièrent un savoir-faire, parfois une expertise même sur ces sujets-là. Voilà, faut savoir qu'il y a des sujets sur lesquels les formations existent, mais on n'est pas obligé de faire de les suivre, et il y a des sujets sur lesquels les formations n'existent pas, tout simplement, donc, ou se mettent doucement en place. C'est le cas sur le no-code. Les personnes qui ont commencé le no-code il y a quelques années, il n'y avait pas de formation, en fait, donc là, la question n'est pas quelle formation tu as fait pour te donner de la légitimité, parce qu'en fait, toutes les personnes qui aujourd'hui forment au no-code, enfin du moins la grande majorité, se sont formées toutes seules. Tout à fait, ouais. Donc, et ça veut dire que c'est encore possible aujourd'hui, même s'il existe d'autres manières de le faire qui peuvent être plus simples et plus accessibles, grâce aux formations. Mais il y a 1000 manières de pratiquer, 1000 chemins pour arriver à la bonne destination. L'essentiel étant de ne pas couper trop court pour ne pas foncer droit dans le mur en prenant pas le temps de vérifier ses hypothèses, etc., mais de ne pas prendre trop de détours, soit par perfectionnisme, soit par trop d'ambition, vouloir faire trop de choses, répondre à trop de besoins, etc., ou par peur aussi, par peur de se confronter au marché, au retour des autres, voilà, de se planter ou de se prendre un nom, etc. Des fois, on fait des petits détours sur place, juste pour éviter de se confronter à tout ça, et il y a probablement un juste milieu qui va être à trouver. Absolument. Sachant que, d'ailleurs, moi je suis intimement convaincu que l'expertise principalement facilite les choses, mais en partie est aussi un boulet à traîner sur le no-code,
parce qu'une personne qui sait très bien faire les choses va tout de suite aller vers la solution la plus complète, la plus complexe, etc. Et justement aura beaucoup plus de mal à faire ce truc quick and dirty, vite et sale, pour juste tester, pour juste avoir un premier truc. Et parfois aussi appliquera des schémas de pensée qui ne sont pas les plus adaptés dans le monde du no-code. On voit en partie ça chez les développeurs qui viennent du monde du code et qui sont passés au no-code, qui, pour l'essentiel, ont beaucoup d'avantages par rapport au commun des no-codeurs grâce justement à leur bagage technique, mais qui, sur certains sujets, ont justement ce biais, ces modes de réflexion et ces référentiels du code qui parfois, en fait, ne sont pas les meilleurs pour aborder le sujet de la manière la plus simple ou la plus idéale, parce que savoir comment marche une requête SQL ne garantit pas que qu'on saura faire la recherche la plus efficace sur une base de données Bubble, par exemple, parce que il y a une surcouche dessus qui fait que on est sur des logiques différentes et il faut réapprendre aussi des choses différentes, mais réapprendre quand c'est d'un niveau technique inférieur, ça donne un peu l'impression de régresser et c'est pas toujours évident. Et je le dis ça en tant que personne voilà, qui savait coder avant de se mettre au no-code, même si j'étais pas développeur et qui est aussi ce biais-là, mais c'est vrai que des fois, savoir trop bien maîtriser certaines choses peut nous donner des œillères parce qu'on va aller tout de suite vers ce qui nous paraît être le plus performant, le plus complet, etc. Pas toujours à raison. Écoute, on arrive à la fin de notre échange. Je te laisse le mot de la fin sur le sujet, une conclusion, une réflexion. J'en reviens à l'introduction du tentage de trucs, c'est-à-dire vraiment retenir cette idée d'itération. Et qui dit itération dit différentes étapes, et de s'autoriser à on va dire, moduler l'ambition des étapes pour viser peut-être des objectifs qui sont somme toute modestes ou en tout cas accessibles, parce que c'est ça qui va permettre soit de se rendre compte qu'on n'est pas dans la bonne direction, enfin qu'on va pas dans la bonne direction, soit de se rendre compte que c'est OK, qu'on a réussi, et du coup d'avoir assez vite un retour en termes de légitimité, de gratification et du coup d'énergie pour avancer vers l'étape d'après. Donc vraiment, si on devait retenir un seul mot associé à tentage de trucs, ce serait l'itération. S'autoriser à avoir des ambitions et un objectif, une destination, soit qui ne sont pas totalement définis, soit qui évoluent avec le temps. Tout à fait. Et savoir aussi s'écouter, écouter son énergie. J'ai fait un burn-out en tant qu'entrepreneur, non pas parce que je bossais jour et nuit, mais parce que j'avais perdu le sens de ce que je faisais, j'y croyais plus et j'essayais pendant trop longtemps de me forcer à rester sur le chemin que je m'étais fixé et que mes associés me poussaient, voilà, le cap que mes associés me poussaient à garder. Sauf qu'en fait, c'était plus pour moi, c'était plus ce à quoi je croyais et ce qui me correspondait, et je me suis littéralement cramé là-dessus. Donc il y a des risques qui sont associés, des risques financiers, des risques pour la santé aussi. Le risque, la plupart du temps, c'est quand même un risque sur le temps. J'ai envie de dire, c'est passer du temps sur quelque chose qui n'aura pas produit les résultats escomptés. Ou tout simplement passer plus de temps que ce qu'on imaginait. C'est vrai que c'est un conseil que je donne à toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat ou en freelance. C'est juste assurez-vous d'avoir un peu de réserve financière, soit des allocations pour l'emploi, soit un peu de réserve, etc. Parce que tout prendra toujours plus de temps que ce que vous imaginez. Donc, ayez le temps de voir venir. Oui, et puis de se créer on va dire, une activité dans laquelle on profite de ce temps avant d'arriver à l'objectif. C'est la fameuse expression de l'important, c'est pas la destination, mais c'est le voyage ou c'est le chemin. En fait, on est pile là-dedans. Et
Et il faut s'assurer justement en configurant ces différentes étapes, et notamment la première, qu'on est dans quelque chose dans lequel on profite et pas juste en fantasme de l'arrivée. C'est sûr que si à chaque pas, on se dit: «Oh là là, c'est un enfer maintenant, mais quand je serai là-bas, quand je Ouais, serai là-bas, là, ça ira», et de tout forcément un mirage puisqu'on ne sera jamais là-bas. ouais, tout à fait. C'est une constante en entrepreneuriat, c'est ce qu'on visualise pour, comme point d'arrivée, on n'y arrivera jamais. Parce qu'il y a toujours des choses qui changent et parce que de toute façon, à chaque fois qu'on arrive, en haut, et ben, on se rend compte qu'il y a un autre sommet derrière. C'est en montagne, quand on arrive en haut, on se dit: «Ah non, en fait, ça redescend un peu et hop, il y a un truc encore plus haut derrière». C'est toujours comme ça et c'est vrai que c'est bien d'en avoir conscience, de ne pas être, figé dans ses ambitions, dans ses convictions, dans son objectif. Mmh. Ça me semble effectivement très sain comme approche. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que tu as une actualité à partager? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te suivre en particulier? Alors je suis un petit peu moins active sur Slack, mais enfin, on peut toujours, me retrouver, parfois dans les différents canaux et puis en message privé. Sinon, je suis toujours très présente sur LinkedIn, donc ça, c'est un bon canal pour m'interpeller. Et je vais juste faire un petit clin d'œil parce que le hasard fait que chez Murphy, donc que j'ai rejoint en décembre, sur une fonction recrutement, j'ai retrouvé un autre membre de la communauté. On se connaissait pas avant, c'est Walid. Walid Nou. Et du coup, pour le coup, lui est très no-code chez Murphy. Donc, je lui passe un petit coucou. Oui, j'oublie tout le temps que vous bossez dans la même boîte. C'est vrai, c'est vrai. Et Xavier te dit: «Ça fait trop plaisir de revoir Carole sur Twitch». Alors déjà, oui, évidemment, ça fait toujours plaisir de voir Carole tout court. Mais revoir, est-ce que tu serais déjà venu? Parce que tu me disais tout à l'heure que tu étais pas sûr d'avoir déjà Je crois twitché. pas. Je crois pas. J'ai fait des podcasts, peut-être des webinars, mais je suis pas sûre d'avoir déjà mis les pieds sur Twitch. Bah, écoute, Xavier, qui est la mémoire de ce Twitch No Code France, si tu as des éléments, tu te souviens probablement mieux des streams que les streamers eux-mêmes. Donc, bon, Xavier cherche dans ses archives mentales. Eh bien, merci encore, Carole, en tout cas, pour tout ça. C'est donc la fin de notre émission. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre participation. Alors, le mois prochain, je recevrai Benjamin Poté, qui est aussi connu dans la communauté sous le nom de Benjamin de Make, puisqu'il travaille pour Make. Et on continuera un peu sur le sujet que j'abordais en introduction, c'est-à-dire la dichotomie qu'il y a dans le mouvement no-code, entre d'une part la volonté d'avoir des outils qui sont toujours plus accessibles, ce qu'on appelle parfois le citizen dev, le fait que n'importe qui puisse prendre en main ces outils pour construire des choses, et en même temps cette volonté d'avoir des outils toujours plus puissants qui permettent de faire quasiment tout ce qu'on pourrait faire avec du code. Et donc je discuterai avec Benjamin de est-ce qu'il est possible finalement de faire converger ou du moins cohabiter ces deux objectifs, ce qui n'est pas toujours évident au quotidien, tant pour les utilisateurs et utilisatrices que pour les éditeurs de ces logiciels eux-mêmes. Et on verra évidemment la manière dont on peut faire marcher ça. Et comme je serai en vacances début mai, ce sera exceptionnellement le mercredi 17 mai 2023 à 13h, et non pas le premier mercredi du mois. Donc n'oubliez pas de noter ça dans votre agenda. Les autres rendez-vous pour ce mois-ci, pour les Parisiennes et Parisiens, c'est l'apéro No Code France qui a lieu ce soir, mercredi 5 avril, au Digital Village Paris, comme tous les premiers mercredis du mois. Et je reprends le vendredi 14 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine, mes lives de développement en public sur Bubble, toujours sur Twitch No Code France, et toujours à 16h. D'ici là, prenez soin de vous, no codez bien. Merci encore à toi, Carole. Merci. Avec plaisir. Également à vous toutes et tous dans le chat pour votre soutien, vos questions, vos commentaires. Ça fait toujours très très plaisir. Et donc, je vous dis à très bientôt. Salut. Salut.